Madame et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité en cette mi-journée. En Côte d'Ivoire, les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine expliqués au patronat. Le comité national de l'ASLECAF a rencontré l'ensemble des chefs d'entreprise. Les travaux se sont déroulés récemment à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle, la CEMU, offerte à 1000 femmes vulnérables du district d'Abidjan. C'est une initiative du gouverneur Robert Begré-Mambé. Les 100 premières cartes ont ainsi été distribuées récemment aux adhérentes. Enfin, 1,9 million de personnes atteintes par le coronavirus en Afrique du Sud. Le pays annonce de nouvelles restrictions pour faire face au variant Delta. À quoi le patronat ivoirien peut-il s'attendre face à la zone de libre-échange continentale africaine? Question au centre d'une tournée de sensibilisation organisée par le comité national de l'ASLECAF. Cette rencontre s'est déroulée à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Les explications de Dangui Dangui. Le patronat ivoirien se prépare à saisir les opportunités d'affaires que peut offrir le marché africain unique à travers la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF. C'est dans ce cadre qu'une rencontre d'échange entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le comité national de la ZLECAF a eu lieu récemment. On avait certaines difficultés, notamment les barrières douanières avec les taxes qui suivent. On a des soucis de législation des pays qui doivent recevoir nos produits. Et je pense que la ZLECAF est bienvenue pour pouvoir régler tous ces problèmes. La petite source d'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que les règles ne sont pas très bien harmonisées entre zone de libre-échange continentale africaine, règles de la CEDEAO, règles de l'UEMOA, et qui pourraient décourager les opérateurs et les amener à ne pas faire le nécessaire pour pouvoir en bénéficier. À travers les campagnes de sensibilisation et d'information, le comité national de la ZLECAF veut s'assurer que les opérateurs économiques ivoiriens ont une meilleure compréhension du fonctionnement de ce marché africain unique et de ses implications. Pour que la mise en œuvre soit effective, il faut que tout le monde soit impliqué dans le processus, que tout le monde soit sensibilisé et formé suffisamment, que les opérateurs économiques sachent c'est quoi le contenu des accords, les protocoles, les annexes, pour qu'ils puissent tirer parti de cet accord. Une présentation articulée autour de 3 thèmes, notamment les négociations et mise en œuvre de la ZLECAF, les offres d'accès au marché des différents pays africains et les règles d'origine, a alimenté les échanges entre le patronat ivoirien et les experts du comité national de la ZLECAF. Quelle stratégie d'accompagnement des petites et moyennes entreprises africaines? Question au centre du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Cheikh Koné. En Afrique, à peine créées, les petites et moyennes entreprises disparaissent à l'état embryonnaire. Ces échecs sont relatifs à des facteurs. Le fait d'avoir le financement seul ne suffit pas. Si on a du financement mais qu'on n'a pas d'accompagnement, qu'on n'est pas outillé pour être un bon dirigeant, pour être un bon entrepreneur, si on n'a pas les capacités qu'il faut au niveau de la prise de risque, au niveau de la persévérance, au niveau de l'endurance, c'est clair qu'on ne va pas très loin. Faciliter l'accès au crédit, au financement des projets, l'accès aux fournisseurs et au marché, développement et la capacité d'innover et la formation au centre de cette rencontre scientifique de haut niveau et éduquer les jeunes à la culture entrepreneuriale, selon l'entrepreneur Alain Quadio. Il est de notre responsabilité sociétale, nous, entreprises, d'inculquer cette culture entrepreneuriale à nos jeunes frères. C'est nous qui sommes sur le terrain, comme le dit, c'est nous qui vivons les réalités, c'est nous qui pratiquons au quotidien ces valeurs de l'entrepreneuriat. Donc c'est à nous de les transmettre. Quelle stratégie d'accompagnement des PME en Afrique? Thème qui capitalise les réflexions de ce colloque sur l'écosystème entrepreneurial en vue d'apporter des solutions aux problèmes liés à la création, à la croissance et à la pérennité des PME. La situation économique de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement tenue par le secteur public, mais en grande partie par le secteur privé.
Et dans la stratification du secteur privé, on a les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises qui ont vraiment sûrement une place très importante. C'est pourquoi d'ailleurs, pour consolider définitivement la résilience économique de la Côte d'Ivoire, nous voulons concentrer les efforts sur la stabilisation des petites et moyennes entreprises. Portée par les PME, la croissance des économies africaines est estimée à 8% ces dernières années. Ce colloque international sur l'entrepreneuriat réunit universitaires, praticiens et décideurs ayant des intérêts pour l'entrepreneuriat. Environ 200 participants à ce rendez-vous. Célébration hier de la journée internationale des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, lors de cette troisième édition, les meilleurs acteurs de ces structures ont été récompensés par le ministère de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Cérémonie en présence du ministre Félix Anoblé. Les meilleurs acteurs du secteur ont reçu des médailles d'or, d'argent ou de vermeil. Nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines éditions. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, a accueilli récemment des journées économiques. Cet événement vise à créer les meilleures conditions pour un épanouissement du secteur privé local et le développement économique de la région. Les précisions de Sam Conan. Quelle synergie entre l'administration publique et le secteur privé pour la valorisation du potentiel économique local. Tel est le thème de la première édition des journées dites Journées économiques de San Pedro, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. À l'ouverture de ces journées, le ministre Félix Anoblé, maire de la commune, a planté le décor. Ces journées économiques de San Pedro, je le pense, seront un cadre d'échange pour trouver des solutions aux défis qui s'offrent à nous pour atteindre cet idéal et créer un avenir meilleur pour l'accélération des innovations à fort impact à San Pedro à travers un secteur privé dynamique. À travers des conférences, des ateliers, des panels et des rencontres B2B, les potentialités économiques de la région de San Pedro ont été présentées et valorisées. Et les différentes préoccupations des acteurs du secteur privé ont été évoquées et prises en compte. D'ailleurs, le comité local de concertation État-secteur privé a été mis en place. Il y a eu une forte mobilisation, les échanges ont été fructueux et nous avons noté que les acteurs du monde économique, surtout du secteur privé, ont beaucoup de préoccupations. Et comme l'État a bien compris que c'est ensemble que nous pouvons contribuer au développement de notre pays, donc un cadre a été créé et ce cadre, c'est le comité de concertation État-secteur privé. Ces journées économiques de San Pedro ont permis à tous les entrepreneurs de San Pedro d'exprimer d'abord leurs problèmes, de les exposer aux autorités déjà et d'avoir des échanges aussi avec les établissements bancaires. À travers la mise en place de ces comités locaux, vraiment, ça va nous faciliter la bonne marche de nos activités à San Pedro. San Pedro marque un grand coup. Alors avec ces échanges d'État secteur privé, nous allons vraiment avancer avec l'État de Côte d'Ivoire. Un livre blanc contenant les différentes préoccupations du secteur privé de San Pedro, deuxième ville économique du pays, a été remis au terme de ces journées économiques de San Pedro. Rappelons que même vaccinés, il nous faut toujours respecter les gestes barrières contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays comptabilise actuellement 48 192 cas confirmés de coronavirus, 47 773 guérisons et 312 décès. Plusieurs centres de vaccination sont ouverts sur l'ensemble du territoire national. La vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire.
Situation plus difficile en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain. À noter 1,9 million de personnes atteintes par le coronavirus, 59 900 décès pour une population estimée à 58 millions d'habitants. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier de nouvelles restrictions dans son pays pour faire face à la forte hausse des contaminations provoquées par le variant Delta. Retour en Côte d'Ivoire avec le lancement il y a quelques jours à Tiasalé, dans la région sud, d'une campagne de supplémentation en vitamine A et de séances de déparasitage chez les enfants de 6 à 59 mois. C'est une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Objectif, protéger les jeunes enfants contre l'anémie et renforcer leur système immunitaire. Patricia Etia. Pour ces passages de la distribution communautaire de vitamine A et de déparasitants aux enfants, c'est la stratégie du porte-à-porte qui a été retenue pour permettre d'atteindre le plus d'enfants possible. Au terme de ces 4 jours d'activité, plus de 5 millions de filles et garçons de moins de 5 ans vont bénéficier de la supplémentation en vitamine A. Selon les partenaires, 100 millions d'enfants dans le monde souffrent d'un retard de croissance. Là, la campagne vient d'être lancée, elle va se dérouler pendant 4 jours dans 72 districts des 113 que compte la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'avoir plus de 95% des enfants qui vont recevoir la vitamine A, de 6 à 59 mois, et le déparasitage de 12 à 59 mois. Ici à Tiasalé, pour ce premier passage, le ministère de la Santé exhorte les agents communautaires à visiter les ménages et à sensibiliser sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Cette campagne concerne 72. C'est vrai qu'il y a 41 districts où la supplémentation se fait en routine. Mais dans ces 72, ça ne se fait pas en routine, c'est pour ça que la campagne est organisée. Mais nous sommes en santé publique. Quand on a fait une situation, on a évalué et qu'on sait que dans certaines zones du pays, il y a des enfants qui présentent des carences, il faut aller vers ces zones pour cibler ces enfants-là, pour permettre à ces enfants de pouvoir bénéficier et remédier à cette carence. Chaque année, des milliers d'enfants sont supplémentés en vitamine A et déparasités par semestre. Depuis 2018, 41 districts sanitaires conduisent ces activités. Deuxième titre de ce journal, 1000 femmes vulnérables du district d'Abidjan, désormais abritées par la couverture maladie universelle, la CEMU. C'est le gouverneur Robert Begré-Mambé qui a initié cette opération d'enrôlement de femmes. Les 100 premières cartes ont été distribuées récemment aux adhérentes. Pendant 1 an, elles auront ainsi accès aux soins de santé pour faire face aux défis de l'autonomisation. Le point dans ce reportage de Franck Quadio. 1000 femmes du district autonome d'Abidjan prises totalement en charge par le gouverneur Robert Begré-Mambé dans le cadre de la couverture maladie universelle. Des propos à l'entame de cette cérémonie marquant la remise officielle des cartes aux bénéficiaires. Les 100 premières cartes sont remises par le gouverneur du district d'Abidjan en présence du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie Bamba Karim. Il s'agit pour les donateurs d'aider ces femmes démunies à pouvoir se soigner afin de mieux relever le défi de l'autonomisation souhaité par le président de la République. 1000 femmes prises en charge dans le cadre de cette phase pilote. L'opération s'étendra à Anyama et Brofo-Doumé où 500 femmes sont déjà enrôlées. Il faut donc davantage sensibiliser.
Pour sa part, la présidente des femmes à Tchang du district d'Abidjan promet sillonner villages et hameaux afin de mieux porter le message de l'adhésion à la couverture maladie universelle. Des infrastructures sanitaires réalisées ou réhabilitées au centre de santé de Djezou Kwamekro à Boaké, dans la région centre du pays. C'est une initiative du projet WABA. Ce programme vise aussi à impliquer la communauté dans la gestion des établissements sanitaires. Soro Corona de RTI Boaké. Construction de nouvelles latrines, ravalement des bâtiments et réhabilitation du système électrique. Travaux réalisés par la communauté au centre de santé urbain de Djezou Kwamekro, quartier zone industrielle de Boaké. Ces réalisations communautaires rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet West Africa Breadouf Action WABA, projet qui intervient dans le domaine de la reproduction et de la planification familiale. Nous disons merci à ce qui a été fait. Il reste encore un long chemin à parcourir et nous comptons toujours sur l'appui de la population pour nous accompagner dans ce sens. Le projet WABA vise aussi à créer un rapprochement entre les prestataires de santé et la communauté pour une meilleure gestion du centre de santé. On avait un cri de cœur et voilà que la population a réagi de façon spontanée. Et ça, on ne peut pas être plus heureux que cela. Participer autant que nous le faisons pour l'amélioration de nos populations, de nos sœurs, nos mamans qui viennent dans des états un peu délabrés. Les responsables sanitaires saluent ce projet qui accompagne l'État à proposer des soins et des infrastructures sanitaires de qualité aux populations. L'un des objectifs premiers du projet WABA, c'est de susciter l'émulation et l'engagement communautaire. Amener la communauté à comprendre qu'elle peut participer à son mieux-être, contribuer à régler les différents problèmes auxquels sont confrontés soit la structure sanitaire, soit la communauté elle-même en matière de santé. Le projet WABA est financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Il est implémenté dans 4 pays africains. En Côte d'Ivoire, 5 districts sanitaires sont bénéficiaires du projet WABA. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre le réchauffement climatique. Le programme des Nations Unies pour le développement a apporté récemment un appui technique et financier au pays pour la mise en place d'un système d'alerte précoce multirisque climat. Ce système va atténuer, bien sûr, le changement climatique. Les explications de Grace Kando. Identifier des opportunités de collaboration afin de bâtir un système national d'alerte précoce à multirisque sur le climat, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement et toutes les parties prenantes. La cible visée, le secteur privé. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place un système national d'alerte précoce multirisque basé sur le climat. C'est très important et le PNUD accompagne cette action du gouvernement. Mais il faut également que la société civile, le secteur privé, tous les partenaires se sentent concernés par la question. Il est bon de mettre en place un système qui nous permette de faire de la prévention et d'être alertés suffisamment à temps de manière à ce que lorsque un phénomène se produit, on puisse anticiper plus ou moins soit les déplacements de population, soit aussi le changement d'activité ou la mise en place de systèmes de protection. Le projet de prévision et d'alerte précoce à multirisque climat figure parmi les priorités identifiées par le programme d'investissement du Fonds vert pour le climat. Vous êtes des acteurs clés de la lutte contre les changements climatiques. Votre engagement est une priorité pour cet important projet dont l'objectif final est la réduction des gaz à effet de serre dus au changement climatique. C'est dans cette optique qu'un avant-projet de loi de lutte contre les changements climatiques est en train d'être finalisé pour être soumis au gouvernement. La mise en place d'un système d'alerte précoce à multirisque climat constitue une clé pour la résilience des populations de façon durable. Un tout autre sujet à présent avec cette rencontre organisée récemment par l'Agence de gestion des routes de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour l'AGEROUTE d'informer les populations et entreprises de la commune de Marcory sur le démarrage des travaux de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. La phase 2 a démarré en mars dernier. Les explications de Jean Djadji. Les voies dans le sens Marcory-Trècheville
seront rétrécies et d'autres fermées à la circulation pour travaux. La cause, le début de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Information reçue d'Hervé Koudou, directeur des études routières des ouvrages à la Géroude, lors d'une rencontre avec les entreprises. Cette deuxième phase permettra d'ajouter à l'échangeur existant un troisième passage supplémentaire en hauteur dans le sens de Marcory-Trècheville, des quartiers au sud d'Abidjan. Coût des travaux, 23,645 milliards de francs CFA, un don du Japon à travers l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Le désagrément que nous allons causer aux usagers pendant cette phase des travaux et pour lesquels nous nous excusons et qui nous comprennent parce que c'est pour l'amélioration et la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan. Les autorités communales de Marcory ont invité les riverains à être responsables durant la période des travaux. Ce projet est très important pour nous. Ça va encore nous rapprocher du plateau et surtout désengorger le nouveau pont HKB. Vivement que cela se fasse, vraiment dans la nuisance le moins possible des automobilistes, à qui je demande d'être tolérants. La seconde phase de l'échangeur de Marcory va générer 100 emplois permanents et plus de 1000 emplois temporaires. Démarré en mars 2021, la fin des travaux est prévue pour fin août 2023. Il faut promouvoir l'égalité homme-femme, appel lancé il y a quelques jours par ONU Femmes lors d'une campagne de sensibilisation à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Pour en parler, Evelyne Yeboué et Jean Djadji. Créé dans le but de promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde, ONU Femmes mène depuis des années des actions pour l'égalité du genre. Malgré ces efforts, la parité entre les femmes et les hommes reste faible. Cette année, ONU Femmes s'est donc engagée à sensibiliser tous les acteurs de la communauté universitaire. Objectif, jouer leur partition pour que l'égalité entre les genres devienne une réalité. L'université Félix Houphouët-Boigny vient d'ouvrir ses portes pour la lutte contre l'inégalité. Le taux de participation, leur présence et leur enthousiasme nous ont vraiment encouragés et nous pouvons voir qu'ils sont très engagés sur cette question. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseniba Touré, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, encouragent ONU Femmes dans cette lutte. Notre département ministériel porte une attention particulière à l'ensemble de ces questions, notamment celle des violences basées sur le genre. Pour adresser de manière globale et inclusive cette problématique, je m'engage pour la campagne de l'égalité des hommes et des femmes. Le choix des universités pour mener cette campagne est pertinent car ces structures constituent le creuset des leaders de demain. C'est pour cette raison que j'adhère totalement à cette campagne et j'y engage toute la communauté universitaire car elle s'inscrit dans la logique de la continuité des actions et des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire à travers les chefs de l'État. ONU Femmes, c'est maintenant 25 ans d'existence. Pour elle, c'est une opportunité de remobiliser le monde pour parvenir à la reconnaissance des droits des femmes et de toutes les jeunes filles. Une conférence sur le thème « Les innovations du droit de la famille, regard croisé d'une juriste et d'un sociologue » a été organisée récemment par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Les explications de Godefroy Okambawa. Dans une société en pleine mutation et conservatrice des valeurs qui nous incarnent, comment faire appliquer les dernières innovations en termes du droit de la famille en Côte d'Ivoire? Regard croisé entre un sociologue et un juriste. Pour les professeurs Jacqueline Louès-Oble et François Kouakou Nguessan, membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, il faut converger vers une société plus égalitaire. En matière de mariage, ce qui est important, c'est l'instauration des conventions matrimoniales. Ce sont des lois qui viennent d'être votées, qui ont besoin d'être connues de la population. Donc il faut que cette loi-là soit vulgarisée. Les choses ont beaucoup évolué. Moi, ça fait déjà près de 30 ans que je parle de ce que je m'occupe des successions. Mais la situation aujourd'hui est nettement améliorée. Je ne vois pas aujourd'hui un enfant, surtout en ville, qui va perdre ses parents et qui ne va pas avoir la succession. Sauf les biens qui sont peut-être au village. Donc vous avez vu que le législateur a lancé
à montrer le chemin. Ça vient carré, mais ça vient toujours. En raison des particularités socio-culturelles, l'application de ces nouvelles lois relatives aux droits de la famille est confrontée à une résistance. Et selon les panélistes, nul n'est censé ignorer la loi. Nous parlons des droits de la famille. Il y a encore beaucoup de situations de polygamie. Pourtant, depuis la loi de 1964, la polygamie a été supprimée. La dot est supprimée depuis 1964. Mais combien sont-ils encore les ménages qui recourent à la dot avant la célébration officielle du mariage? C'est-à-dire, il y a ces traditions de nos cultures qui sont encore tenaces. C'est vrai que nous sommes dans un pays qui accède à la modernisation. Il y a des lois. Et tous les citoyens doivent adhérer aux lois. C'est une obligation citoyenne. À travers les récentes innovations en termes du droit de la famille, l'exécutif veut renforcer l'égalité entre l'homme et la femme, mais surtout préserver les droits de l'enfant. Pour sa part, l'ASCAD entend jouer sa partition à travers des campagnes de sensibilisation pour la bonne compréhension de ces nouvelles lois. En image, les préparatifs de la cérémonie de lancement des activités de l'Association d'éducation comparée et des échanges Côte d'Ivoire. Événement prévu le 29 juillet prochain. L'ADCECI veut faire des propositions pour la bonne marche de l'éducation en Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, la génération Tchagbar est actuellement détentrice du pouvoir en pays Hatchan, comme l'exige l'organisation sociale chez les Tchamans dans la région sud du pays. Les chefs Tchagbar, issus des 60 villages Hatchan, se sont réunis récemment à Kouté village dans la commune de Yopougon pour échanger sur les difficultés rencontrées après la passation de pouvoir avec les Doubo. Pour en parler, Eugène Atoubé. C'est une première depuis l'accession au pouvoir, début 2021, de la génération Tchagba. La rencontre a coûté des 40 chefs de cette génération sur un total de 60 pour l'ensemble des villages Hatchan. Un taux de présence de plus de 66% qui traduit l'importance de la rencontre. Aujourd'hui, les chefs désignés des Tchagba dans chaque village Hatchan ont du mal à asseoir leur pouvoir et cela les contrarie énormément. Les causes sont plusieurs. Il y a, par exemple, la mésentente au sein des Tchagba eux-mêmes. Il y a aussi une deuxième raison où nos aînés s'immiscent dans les affaires pour diviser les Tchagba, à telle enseigne que pour être en paix et rechercher l'arrêté, ça devient compliqué. Mais nous avons foi que nos autorités vont nous aider, surtout avec l'arrivée du nouveau préfet. Les Tchagba sont les actuels détenteurs du pouvoir en pays Hatchan après le passage de témoins des Doubo à l'issue de 15 ans de règne comme l'exige l'organisation sociale chez ce peuple lagunaire. Ironie de l'histoire, les passations ont un arrière-goût d'amertume à cause de tensions qui en ont résulté avec pour conséquence la brisure de l'harmonie entre les entrants et les sortants. Tensions qui prennent leur source dans la gestion du foncier et face auquel l'autorité traditionnelle affiche son impuissance. Aujourd'hui, avec l'avènement des morcellements des terres, les hybrides ont des problèmes parce que les gens s'agrippent à l'argent. On ne voit pas l'œuvre qu'on doit accomplir pour le peuple, mais on voit ce qu'on doit gagner personnellement. Et ça fait que nous avons problème. Tous, nous nous mettons ensemble parce qu'au moment où nous faisions notre fête de génération, nous sommes restés en harmonie, dans la paix, nous sommes des frères d'un même village, d'une même famille. Que compréhension s'en suive pour que le devenir de notre village soit notre préoccupation première. Les Tchagba sont au pouvoir, mais sans arrêter de domination. Ils ne bénéficient d'aucune existence légale pour être reconnus comme chefs de village. C'est tout le sens de leur combat aujourd'hui. Les élections régionales en France pour terminer. Le parti du président Emmanuel Macron, La République en marche, n'a remporté aucune région. À noter une forte abstention. 66% des Français ne sont pas allés voter. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.